Bonjour, bonjour, bienvenue à cette table ronde sur le livre accessible ou l'accessibilité du livre. Je m'appelle Catherine Lalonde, je suis journaliste au Devoir. Je suis aussi, dans mes temps partiels, poète aux éditions Le Cartanier, donc autrice aussi. Et c'est un plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui pour parler du livre accessible ou de l'accessibilité du livre, avec des spécialistes particulièrement de l'inclusion sociale et du livre numérique. Ce passage vers le livre accessible est un passage obligé, et Mélissa, je vous regarde tout de suite avant même de vous présenter, vous me faites de grands signes si jamais je dis des bêtises, vous me corrigez, est un passage obligé puisque l'Union européenne a émis une loi qui fait qu'en 2025, tout livre qui sera vendu sur son territoire devra être disponible en version accessible. Et là, on parle des nouveautés autant que des livres de fond. Donc, pour les éditeurs québécois qui visent ce marché-là, il y a déjà une course contre la montre qui est commencée. Le livre accessible, par contre, a des visées politiques, éthiques et inclusives qui vont bien au-delà du marché et du rayonnement des éditeurs québécois, et on va en discuter aujourd'hui. Je vous présente rapidement mes panélistes. On a Daniel Boisvert ici, qui dirige le Consortium national d'expertise en inclusion sociale, qui est un grand spécialiste de l'inclusion sociale, de l'accessibilité de tous les services publics et des lieux aussi, et qui a par ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette petite touche, une maîtrise en philosophie. Oui. Oui, tout notamment. à fait. Notamment. Et donc, un de nos grands spécialistes en inclusion. Monsieur Boisvert, pour entendre votre voix en commençant, qui sont ces publics qui ont besoin d'avoir un meilleur accès aux livres? Oui, les publics sont divers. Hein? C'est toute catégorie de personnes qui vivent temporairement ou de façon permanente une situation de handicap. Pas uniquement en termes de caractéristiques personnelles, hein, comme des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, par exemple, ou un déficit physique, mais les autres personnes, immigrantes, par exemple, qui ne parlent pas ni français ni anglais, peuvent être considérées aussi comme des personnes socialement vulnérables, pour lesquelles la société devrait faire une démarche particulière leur permettant d'avoir accès à la culture, d'avoir accès aux livres, d'avoir accès à l'éducation, accès au travail, etc. Et pour donc parler d'inclusion sociale, il faut nécessairement parler d'accessibilité. Okay. Mais aussi, on y reviendra probablement comme question, mais aussi parler de la participation de ces groupes à définir les normes d'accessibilité, qui ne soient pas définies que par le groupe dominant, si vous voulez, d'une société. Donc, un besoin de réfléchir ensemble. Oui, tout à fait. Et quand vous parlez de public en situation de handicap, ça peut être temporaire aussi. On pensait aussi aux lecteurs vieillissants. Oui, tout à fait. Qui sont aussi un public qu'on peut vouloir conquérir par ce livre accessible. Oui, voilà. Jason Lukeroff. C'est bon. Professeur titulaire en communication et culture à l'Université du Québec à Trois-Rivières, spécialiste aussi de l'inclusion, directeur de la revue Minorités linguistiques. Jason, quel est le plus gros obstacle du livre en termes d'accessibilité? Alors, un des obstacles du livre, c'est la perception. Comment on perçoit le livre dans certaines sphères sociales. Alors, il y a un blocage parfois qui est culturel par rapport au fait d'aller emprunter, acheter un livre. Donc, il y a un premier blocage qui n'a rien à voir avec la capacité de lire. Mais il y a un deuxième blocage qui est évidemment très important. La majorité des chercheurs s'entendent pour dire qu'il y a à peu près la moitié de la population du Québec qu'on peut considérer ayant un niveau d'illettrisme qui fait qu'il y aurait de la difficulté à lire un livre et à le comprendre d'un couvert à l'autre. Si on parle de la moitié de la population, c'est quand même beaucoup de monde. Il y a des gens, donc, dans différentes catégories sociales qui vivent à différents endroits au Québec, de différents âges, qui ne peuvent pas être des publics de la lecture au sens large. Donc, qui achètent, qui empruntent, peu importe la forme. Alors, il y a ces catégories-là. Et les autres obstacles sont évidemment liés à des handicaps. Par exemple, les non-voyants, bien, il faut pallier à leur déficience visuelle pour pouvoir leur permettre de lire un ouvrage. Donc, des obstacles qui tiennent autant de la perception que de la réalité physique, si je comprends. Absolument.
On va discuter aussi avec Mélissa Aken de chez Demarque, qui est chez Demarque depuis 4 ans comme Project Manager et qui travaille depuis 8 ans dans les domaines de production, de distribution, de diffusion des livres numériques. Dans cette idée du livre accessible, de l'accessibilité, Mélissa, c'est quoi le plus gros obstacle pour les éditeurs pour faire du livre accessible? Bien, je pense que si je dois en garder un, je dirais probablement que c'est de savoir par où commencer. Il y a beaucoup de documentation technique, c'est souvent en anglais, on ne sait pas trop par quel bout le prendre quand on commence à s'y intéresser. Donc, je pense que pour les éditeurs, c'est vraiment ça le défi, c'est d'aller trouver... En fait, c'est l'accessibilité à ces ressources, puis comment les comprendre et comment les traduire en adaptation de leur flux de production à eux, finalement. Je garderais celui-là, oui. Celui-là. Et Jean-François Cusson de Biblio Presto, qui travaille là depuis 2012, bibliothécaire de formation, donc bibliothécaire de cœur, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. Et qui a piloté le déploiement de prêtnumérique.ca. Et juste avant le début de la table ronde, on se demandait, Jean-François et moi, qu'est-ce qu'on pouvait se poser comme première question d'introduction, qui serait rapide, concise et simple. Et tout nous semblait un petit peu compliqué pour ouvrir le bal. Le livre accessible, j'en essaye une. Vas-y. Vous m'aiderez. Le livre accessible doit-il être diffusé ou distribué surtout dans des lieux particulièrement accessibles ou s'il faut penser une diffusion globale? C'était bien trop compliqué. Ah non, mais non. Allons-y quand même. Non, je trouve que tu en as trouvé une bonne, parce que moi, ce qui m'intéresse particulièrement avec le livre accessible, ça serait peut-être une notion d'universalité. De justement pas en faire, par exemple, un fichier à part des autres ou un fichier qu'on produit pour une certaine réalité, puis qui va répondre à une certaine personne en particulier et que cette certaine personne-là va devoir faire appel à un guichet particulier pour y avoir accès. Au contraire, avec le livre numérique, puis Mélissa pour en parler, avec les standards, les nouveaux standards, le HipHop 3, etc., on a la capacité maintenant de faire un bon fichier qui va être universellement accessible puis qui va pouvoir répondre à différentes situations. Est-ce que c'est le même fichier que celui du livre numérique pour le lecteur lambda? Bien, je dirais qu'idéalement, oui. C'est ça l'intérêt de la chose. Puis souvent, quand on va parler, par exemple, à des personnes non-voyantes, je me souviens il y a quelques années, une personne non-voyante dans une conférence, et ça m'avait marqué, qui avait dit, ben moi, quand un livre sort, je veux pouvoir y avoir accès. Je veux pas attendre 6 mois, 1 an que quelqu'un l'adapte en braille ou que quelqu'un l'adapte en livre audio, puis que là, je dois payer un surplus ou je dois m'inscrire à un service super spécialisé pour y avoir accès. Je voudrais juste y avoir accès comme les autres. Puis c'est un peu ça qu'on recherche, finalement. Oui, Jean-François, vous m'ouvrez la voie parce que c'était une de mes questions, justement. Une des choses qui me trouble, je suis troublée par ce dossier livre accessible, je vous l'ai dit à tous, je le fais avec transparence, c'est ce désir d'avoir un livre accessible tout de suite sur toute la production au moment de la sortie. Il me semble que connaissant la réalité éditoriale et particulièrement la réalité éditoriale québécoise qui est forgée de plusieurs petites maisons de peu d'employés, c'est une grosse demande. Donc, pour mieux comprendre l'impératif, quelles sont les ressources actuelles pour les non-publics ou pour les gens qui ont des défis de lecture afin d'avoir accès aux livres? Qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce qui doit être ajusté justement pour que ce soit mieux? Jason, Daniel? Une chose que je pourrais dire, parce que je trouve l'intervention de Jean-François Cusson très intéressante, on est passé d'une étape dans la courte histoire de vouloir rendre la culture davantage accessible, parce que ça fait pas très longtemps qu'on souhaite ça. La culture a été considérée liée au choix de l'élite pendant une longue histoire, un temps long plutôt. Et c'est assez récent que les États se sont mis à mettre de l'avant des politiques culturelles qui visent notamment à rendre accessible, démocratiser, et qu'on s'est mis à critiquer réellement les inégalités culturelles seulement dans les années 60-70. Et au départ, ce qu'on faisait, ça en venait pratiquement à essentialiser le statut ou l'identité d'exclu. C'est-à-dire qu'on comprenait mieux pourquoi quelqu'un était exclu, mais on le nommait comme un exclu, on le traitait comme un exclu, et on lui donnait supposément accès à la culture en tant qu'exclu. Ce qu'on a tenté de faire par la suite, c'était de dire, bien, on va tenter non pas
de travailler les compétences de la personne qui est visiteur dans un musée, qui est lecteur d'un livre ou qui est auditeur. On va plutôt faire en sorte que l'accueil puisse convenir à un plus grand nombre de personnes qui ont certaines caractéristiques. Donc, si on entend ce que Jean-François Cusson vient de dire, c'est un peu cette idée-là. C'est l'idée de dire, on ne fera pas une version particulière du livre où ça va être écrit dessus, cette version-là est pour non-voyants, puis faire en sorte que les non-voyants soient essentialisés, que leur identité soit liée à une déficience ou un handicap. On va plutôt faire en sorte qu'une même version d'un livre puisse satisfaire plusieurs publics qui ont différentes caractéristiques. Donc, ça fait en sorte aussi qu'on n'identifie plus la personne à son handicap, à sa déficience, à sa difficulté, mais on considère les personnes comme des publics qui ont des caractéristiques et c'est plutôt l'offre qu'on modifie. Mais effectivement, ça pose certains défis. Alors moi, je trouve la proposition intéressante. C'est l'idéal de l'accessibilité à tous en tant qu'idéal qu'on n'atteindra jamais. On sait bien qu'on n'atteindra jamais l'accessibilité parfaitement à tous. Mais en tant qu'idéal, c'est de poursuivre cet idéal-là, sachant qu'il y aura des écueils, des difficultés, des défis, des enjeux qui vont se présenter. Mais là, la question réelle, après ça, qui se présente, c'est celle que vous posez, c'est-à-dire dans un écosystème où il y a de nombreuses petites maisons d'édition, il faut absolument les soutenir. De la même façon qu'on a soutenu les institutions pour mieux accueillir les personnes à mobilité réduite, par exemple, mais là, on tente d'avoir des préoccupations plus larges d'accessibilité. Bien, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut absolument qu'il y ait une responsabilité étatique par rapport à ça et qu'on soutienne convenablement les organisations, pas seulement dans le financement nécessaire pour produire les fichiers eux-mêmes, mais aussi dans tout ce qui entoure ça, c'est-à-dire établir des normes pour que le travail qui va se faire dans différentes maisons d'édition respecte certaines normes et que ça fasse en sorte que les publics puissent s'attendre à certains standards. Puis que, par exemple, si on regarde l'exemple de non-voyant, bien, que la personne ne se retrouve pas à devoir s'habituer à une façon de faire différente lorsqu'ils lisent des livres dans différentes maisons d'édition. Mais ça demande des réflexions, ça demande une concertation. Et si on exige que les maisons d'édition portent ces responsabilités-là, puis les autres organisations aussi dans l'écosystème du livre, bien, il faut que ça vienne avec un soutien. Daniel, vous parliez au tout début de la nécessité pour les milieux de rencontrer aussi les gens qui sont en situation d'exclusion, qu'il y ait vraiment un pont. Dans le dossier du livre accessible, et cette table ronde, c'est peut-être anecdotique, mais en est un exemple. On se retrouve d'un côté avec des spécialistes de l'inclusion sociale, de l'autre avec des gens qui développent davantage la diffusion, le produit, la distribution. C'est un peu à hasard qu'il n'y ait pas d'éditeur, mais comment rencontrer ces publics-là, ce côté très technique, et peut-être que Mélissa, vous allez vouloir intervenir aussi, ce côté très technique et ce côté très précis des besoins? Tout à fait. Par rapport à la question que vous avez posée, il y a beaucoup de stratégies qui ont été développées pour faciliter notamment la lecture, mais beaucoup d'autres domaines aussi. Je pense entre autres à la gouvernance inclusive, dont on parle encore de plus en plus, qui fait appel, bien sûr, à la lecture aussi, des documents, comprendre la comptabilité, comprendre. Donc, on a développé ces stratégies, je dirais, de ce qu'on a appelé là, facile à lire et à comprendre. Et comme technique, entre autres, pour différents groupes de personnes. Par contre, on s'aperçoit que dans le fait d'édicter des normes ou des politiques qui sont mises en œuvre, ce que j'ai appelé, moi, en fait, les maîtres d'ouvrage, les gouvernements, par exemple, les municipalités ou autres, qui définissent une certaine politique, une certaine vision de ce que devrait être l'inclusion sociale qui passe par l'accessibilité, notamment celui du livre. Il y a aussi les maîtres d'œuvre, qui sont les distributeurs, notamment les auteurs et autres, sont souvent consultés sur les stratégies et les normes à édicter. Mais les lecteurs, eux, les groupes dévalorisés, sont très peu consultés comme collectif ou comme individus dans l'édiction de ces politiques et de ces normes. Et si on veut parler d'inclusion sociale, il faut nécessairement que ces groupes aussi participent à l'édiction de ces normes et de l'intérêt qu'ils ont par rapport aux livres, qu'ils soient numériques ou pas. Mélissa, chez Demarque, est-ce que c'est une de vos préoccupations de trouver tout de suite des groupes de ces
nouveaux lecteurs, non-lecteurs, prochains lecteurs, ou si vous travaillez plus en vase clos avec les diffuseurs et les éditeurs? Nous, on fait vraiment le travail des deux côtés, mais pour aller chercher les lecteurs, justement les non-publics, on a fait beaucoup de travail avec d'autres organismes canadiens, notamment le NELS, qui s'occupe justement d'offrir des services équitables aux bibliothèques, qui, eux, ont développé tout un réseau de personnes qui ont des troubles perceptuels, que ce soit de la dyslexie, qui soient malvoyants, non-voyants. Et toutes ces personnes-là, en fait, testent les livres des éditeurs, puis nous donnent des retours directs, puis testent aussi tous les logiciels qui existent pour montrer, en fait, qu'est-ce qui se passe quand moi, en tant que personne, par exemple, malvoyante, j'essaie d'avoir accès au contenu complet d'un livre. C'est quoi les logiciels auxquels j'ai accès? Comment ça se passe? Il y a eu beaucoup de démonstrations qui ont été faites. Ils ont notamment organisé un sommet sur l'accessibilité où il y avait vraiment des séances de travail où les testeurs montraient tout ça, ce qui a vraiment permis de comprendre l'impact, parce que c'est ça qui est peut-être difficile quand on parlait aux éditeurs au départ, c'était de leur montrer le pourquoi. Pourquoi on a besoin de livres accessibles? C'est quoi l'impact réel sur une personne quand elle a accès à un livre qui, par exemple, où les images n'ont pas de description alternative? Mais c'est du contenu totalement perdu. Mais quand on le voit en vrai, genre quand on se rend compte que la personne perd le contenu, c'est un autre impact que de parler de manière abstraite. Donc il y a quand même un gros travail qui a été fait là-dessus, mais qui est encore à faire. Il y a encore des... le NELS, notamment, est vraiment un organisme, je trouve, qui est excellent pour ça. Ils font un très, très bon travail. Et ils ont beaucoup de ressources sur leur site Internet qui permettent aussi de montrer ça aux éditeurs. Mais oui, c'est un très gros enjeu. Jean-François, une des choses dont on se doute, ou que vous allez nous confirmer dans la minute, c'est qu'un des premiers contenus, parce que là, on parle des contenus de ce qui est accessible dans le livre, mais il y a aussi le type de livre, le genre. C'est que ce sont les livres scolaires, les manuels, qui risquent d'être le matériel le plus en demande dans un premier temps. Est-ce que je me trompe? Les matériels, les manuels, ben oui, c'est sûr, parce qu'ils sont utilisés à tous les jours dans les écoles, mais je dirais que de façon générale, puis je vais pousser plus loin dans ta question, du moins dans ce que tu évoquais, plus le livre a une mise en page complexe, plus il y a des images, plus il y a des bouts de texte à certains endroits de la page, des graphiques, etc. Plus tout ça est complexe, plus la question de l'accessibilité est extrêmement difficile à mettre de l'avant. Mélissa, si je dis une connerie, tu me le dis, mais prendre un roman puis en faire un livre accessible, c'est relativement simple. Un essai, c'est assez simple aussi. Un roman, un essai, un livre qui est du texte, pas d'image, changer sa chaîne de production pour l'intégrer, ça ne demandera pas des investissements énormes, etc. Mais demain matin, prendre, je ne sais pas, un manuel pour former les infirmières au DEC ou un truc comme ça qui fait 400 pages avec des planches sur l'anatomie, ou etc., ça, c'est une autre paire de manches complètement. Là, ça demanderait à ce moment-là, au niveau du processus d'édition, de prendre la question de l'accessibilité au moment même où il y a l'idéation du livre. Il faudrait le voir complètement différemment. Mais même comme ça, on n'arriverait pas à répondre à tous les besoins. Aujourd'hui, les formats qui existent ne permettent pas, malheureusement, d'offrir 100% d'accessibilité pour tous les livres. Donc, par exemple, une bande dessinée, aujourd'hui, on est encore dans un stade d'expérimentation où on n'a pas encore les normes précises. On a le format EPUB Fixed Layout qui ne permet pas en fait d'ajuster le texte, de jouer avec les polices, etc. Donc on perd de l'accessibilité. Dès le moment en fait où on veut reproduire avec exactitude une mise en page papier, où la mise en page en fait a un impact sémantique sur le texte, on est encore à ce stade-là un peu bloqué. Par contre, pour tous les romans, pour tous les essais, pour tous les livres qui ont vraiment quelques formules mathématiques, chimiques, là on a déjà ce qu'il faut pour le faire. Donc tous ces contenus-là, on peut y aller dès maintenant. Puis les contenus jeunesse, très illustrés, les bandes dessinées, etc., là, ça va demander encore un peu de travail de mise en place de normes. Mise en place de normes, mais ce que vous venez de dire, Mélissa, sur la technologie, est-ce à dire que les éditeurs qui font pas que de la bande dessinée, du livre illustré, du livre jeunesse, mais aussi risquent d'avoir à se réajuster une autre fois dans un futur à moyen terme?
Ben, pour tous les contenus qui sont, comme je disais, tous les autres contenus, la technologie est là, c'est parfait. Pour tous les autres, effectivement, la technologie risque d'évoluer et donc les normes qui vont en découler aussi, notamment pour la bande dessinée. Oui. Je prends l'exemple le plus complexe, là, évidemment. Oui, c'est certain qu'on n'y est pas encore, donc ça va prendre encore quelques années, peut-être 3-4 ans, pas plus, j'espère, pour arriver à vraiment déterminer, OK, on peut utiliser cette technologie-là. En sachant ça, voici ce qu'un éditeur doit faire dans son flux de production pour créer une version accessible. Donc oui, pour ces éditeurs-là, on est encore dans un questionnement, malheureusement. Daniel, Jason, parmi les arguments pour le livre accessible se retrouve souvent celui de développer un nouveau marché. Et c'est là que des fois, ça fait vibrer mes neurones de poète quand on parle de développer avec le livre accessible un nouveau marché de non-public. Il y a comme un truc qui se passe avec le langage que je trouve absolument fantastique et paradoxal. Ces non-publics-là, quel livre espèrent-ils? Y a-t-il un genre, un type de livre, que ce soit du côté perceptuel ou du côté handicap physique, qui risque de les rejoindre davantage? Je fais 2 questions dans une, on les dépliera. Et faut-il commencer aussi à penser ces livres-là dès la création? Avec les auteurs, y aurait-il lieu de rajouter aussi une couche de pensée encore plus en amont? On parlait de commencer, on n'a pas parlé encore, mais on va en parler, de commencer à penser le plus tôt possible dans le flux de production. Faut-il que les auteurs commencent à penser non public? Qui se lance? Bonne question. Excellent. Ben, pour ma part, en fait, avec avec les groupes de personnes avec lesquels je travaille le plus, en fait, ce qui les intéresse beaucoup, c'est une production qui leur permette de se développer. Développer personnellement, développer leurs compétences, tout en lisant. Vous voyez? Lire, c'est quelque chose, apprendre, mais apprendre à lire de plus en plus pour être plus autonome. OK. Ça les intéresse particulièrement. Puis des choses qui touchent leurs habitudes de vie, que ce soit au travail, que ce soit à l'école ou autre. Ça, c'est des groupes particulièrement intéressants. OK. Maintenant, lorsqu'on parle de non-public, Jason l'a mentionné tout à l'heure, même si on ne veut pas exclure des gens, dès qu'on parle de non-public, on crée des catégories de personnes auxquelles on s'adresse, hein, on est d'accord? Et on a l'impression, quelquefois pour le livre, qu'on est dans une démarche mercantile. Vous voyez? Donc, commerçante, en fait. On l'est aussi. Ben oui, d'une certaine façon. Mais, vu sur un autre angle, de la part des personnes, des usagers de ce modèle-là, ben eux, ils veulent pas commercer. Ils veulent s'intégrer. Ils veulent avoir une société plus inclusive par la culture, notamment par le livre. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut respecter aussi cette démarche-là. Je comprends pour les éditeurs, les distributeurs, il y a une question de rentabilité aussi. Mais il faut comprendre aussi que pour les usagers, ce n'est pas une question de rentabilité. C'est une question de développement personnel et collectif de ces groupes-là. Donc, tenir compte de ces 2 aspects-là. Et j'en profite un peu pour accrocher ce qui... Oui, voilà. Non pas pour contredire, loin de là, mais aller peut-être dans une sphère un peu différente. C'est intéressant que les personnes qui ont des caractéristiques particulières dont il faut tenir compte pour leur permettre l'accessibilité ne soient pas, utilisées que comme personnes qui permettent de vérifier l'adéquation d'une démarche, mais qu'un jour, ils puissent aussi participer à la planification et à l'expérimentation comme partie prenante de ce système-là. Parce que c'est vraiment un système dont on parle, hein, qui est assez complexe. Il n'y a pas que des auteurs d'un côté, des distributeurs, c'est tout un monde. Hein. Et on produit le livre, en fait, pour permettre, entre autres, de propager une culture à laquelle on veut participer, etc. Donc, je dis tenir compte aussi de cet aspect qui est particulièrement important pour moi. Voir l'aspect mercantile ou commerçante et voir l'aspect inclusif aussi, ou l'aspect inclusif là, de la démarche. Le milieu de l'édition a toujours ce paradoxe, cette dualité fascinante de travailler en même temps la littérature ou le livre ou le contenu livre et le marché, et de préférer en général mettre l'accent sur la littérature que sur le marché, mais c'est les deux. Oui. Et si je vous entends bien, donc on rajoute la couche de l'inclusion comme une couche politique à ça. Et là, on a non pas un millefeuille, mais un trifeuille à considérer, mais où effectivement l'aspect
marché est aussi important. Et quand je dis marché, c'est aussi ressources humaines, travail. Commencer à penser le livre accessible dès le début pour faciliter l'intégration, le propager pour qu'il soit accessible et se rendre jusqu'en bibliothèque ou en librairie, ce qui veut dire penser les métadonnées. Là, Mélissa, aidez-moi. Oui. C'est un des défis du livre accessible, qui est pourtant bien loin des publics qu'on cherche à rejoindre, et essentiel, justement. Et c'est ce que je trouve fascinant dans ce dossier. Le côté extrêmement humain, je le répète, et très, très, très technique. Oui, tout à fait. Mais en fait, pour revenir à l'objectif vraiment premier du livre accessible, c'est penser pour que plus jamais une personne qui souffre de troubles perceptuels, quel qu'il soit, n'ait à se demander où elle doit aller chercher son livre, qu'elle doit faire une demande spécifique. Le rêve, là, on parlait d'idéal tout à l'heure, ce serait qu'une personne qui souffre de troubles perceptuels va chez son libraire local sur le site du libraire, c'est directement où se trouve l'offre de livres accessibles, ou alors ils le sont tous, puis c'est magnifique. Puis elle peut savoir directement en quoi ce livre est accessible, c'est quoi les fonctionnalités auxquelles j'ai accès. Là, elle l'achète, puis elle l'ouvre dans son outil de lecture qui lui aussi lui offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour profiter en fait des options d'accessibilité. Puis quand je dis ça, ça montre vraiment à quel point on parle beaucoup du travail que les éditeurs ont à faire, mais c'est un travail que toute la chaîne a à faire. C'est les distributeurs doivent travailler avec les éditeurs pour documenter les métadonnées d'accessibilité, parce que c'est bien de produire un livre accessible, mais il faut nous dire en quoi il l'est. Puis ça, c'est des métadonnées qui s'entrent au même moment que les métadonnées commerciales. Après ça, nous, en tant que distributeurs, on a la responsabilité de communiquer ces métadonnées-là à l'ensemble de la chaîne. Et derrière, les libraires aussi, eux, doivent adapter leurs interfaces, premièrement pour qu'elles soient accessibles, puis pour qu'elles permettent de trouver les livres facilement. Et les outils de lecture, eux aussi, doivent être adaptés. Je veux dire, la synthèse vocale, c'est quelque chose qui doit être présent dans une application de lecture. Et je cite une seule chose, mais je veux dire, pouvoir adapter la police, changer les fonds, c'est des choses qui sont déjà courantes, mais c'est un requis, parce que si on dit juste aux éditeurs de produire des livres accessibles, mais que le reste de la chaîne ne suit pas, mais c'est quand même perdu au final pour le lecteur final. Donc, c'est vraiment un travail en amont, mais pour chaque maillon de l'écosystème. Jean-François, Bibliopresto, prêt numérique, qui se prépare au livre numérique dans ça? Comment vous faites ça? Quel est votre rôle par rapport au livre accessible? Bien, c'est le fun parce que je vais pouvoir poursuivre sur ce que Mélissa a dit. Parce que, bon, Prêt numérique, la plateforme existe, ça va faire 10 ans l'an prochain. Maintenant, je pense que c'est rendu un service de base dans les bibliothèques au Québec. C'est offert par toutes les bibliothèques publiques. On a dépassé 15 millions de livres qui ont été prêtés là-dessus. Sauf qu'en ce moment, même si c'est très populaire, etc., un peu comme Mélissa le disait, si je suis aujourd'hui une personne en situation de handicap visuel ou perceptuel, puis je vais sur Prêt numérique, j'ai aucune façon d'identifier un livre qui me présente des fonctionnalités d'accessibilité. Ça ne fait pas partie de ma petite carte de bibliothèque. Non, c'est ça. J'ai pas une facette ou c'est pas dans un moteur de recherche. Je peux pas aller dans un moteur de recherche avancé pour dire « montre-moi que les livres accessibles » parce que, comme Mélissa le dit, actuellement, les métadonnées pour décrire ça n'existe pas ou du moins, ils ne sont pas encore utilisés. Donc, la même chose est vraie. Parle, si le livre accessible, et il y en a qui existent, et là, il est introuvable. Bien, il y en a plein, mais on ne le sait pas nécessairement. OK. On est au début. Oui, on est au début, puis on le voit, on est en train de déployer une plateforme similaire à Prêt numérique, mais différente dans les écoles, qui s'appelle Biblius, qui est annoncée d'ailleurs par le ministre en début de semaine. Donc, dans toutes les écoles du Québec, maintenant, ça va devenir vraiment un service du ministère de l'Éducation. Et c'est un gros défi actuellement pour les bibliothécaires scolaires qui font des achats de livres numériques parce qu'ils vont sur les sites des libraires, les places de marché, et pour eux, l'accessibilité serait un des critères fondamentaux pour l'achat d'un livre, mais ils n'ont aucune façon d'utiliser ce critère-là pour faire leur sélection. Puis ça crée beaucoup de frustration parce que dans certains cas même, ils doivent acheter un livre pour le tester, pour se rendre compte qu'il n'est pas accessible puis qu'ils ne l'utiliseront pas. Donc, même cet été, avec mon équipe, où on devait composer une collection qui, en ce moment, est disponible dans les écoles, une collection de 400 œuvres, bien, il a fallu qu'on teste à peu près 2000 livres. Donc, on s'est séparé des listes de livres dans l'équipe, puis on les essayait pour voir s'il était ou non accessible, s'il était compatible avec la synthèse vocale, etc., parce que c'était notre seule façon
de le faire. Fait que ça représente beaucoup de boulot, mais on est une équipe. Pour le citoyen, pour la personne qui veut juste trouver un livre qui fonctionne, il ne peut pas faire ce processus-là. Là. Jason, vous avez étudié aussi le paralittéraire, l'accessibilité des salons du livre, des événements littéraires. C'est un petit peu une question champ gauche, mais je la trouve quand même liée. Si on pense à l'accessibilité du livre, faut-il penser l'accessibilité de tout le monde du livre? C'est un projet de société derrière ça. Si on fait juste reculer un petit peu dans le temps, puis on pense à le développement des industries culturelles au Québec. On a toujours, vous parliez tout à l'heure de cette ambiguïté ou cette opposition un peu entre valorisée par des critères culturels, valorisée par des critères de marché, mais c'est quand même ce qui a constitué nos industries culturelles, ce fragile équilibre entre les deux. Puis on ne peut pas juste avoir des institutions culturelles, il faut qu'il y en ait de ces industries culturelles-là aussi, mais elles reposent majoritairement, beaucoup, sur une intervention de l'État. Les industries culturelles francophones au Québec, pour la majorité, n'existeraient pas si elles ne fonctionnaient qu'en regard du marché. C'est parce qu'on a décidé d'avoir un projet de société, c'est parce qu'on a décidé d'appuyer le développement de la culture qu'on a choisi différentes lois, différentes normes aussi, différentes règles qui font qu'on est capable de faire survivre les librairies agréées parce qu'entre autres, les bibliothèques doivent s'approvisionner dans ces librairies-là. Donc, il y a toutes sortes de règles qui existent qui font en sorte qu'on a un écosystème pas juste du livre, mais de la culture de façon générale, qui nous permet, dans une petite société francophone, entourée d'anglophones, de survivre, de se déployer, de diffuser, puis de préserver une culture. Et ça, c'était comme un premier projet de société. Et c'est comme si on fait face à un deuxième avec toutes ces questions-là de l'accessibilité. C'est des choix politiques qu'on doit faire, puis on doit se donner les moyens d'y arriver. On doit se donner des obligations. Puis s'il n'y a pas des obligations qui sont mises de l'avant, bien là, les lois du marché vont faire en sorte que ça devient des coûts. Puis là, il y en a qui peuvent dire, bien, on ne le fera pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc, il faut faire en sorte que ça devienne des obligations. Et si on y croit, bien, ça peut aussi devenir des obligations qui sont soutenues par l'État. Donc, je fais le parallèle, moi, avec l'ensemble, dans le fond, des manifestations culturelles. Ce que je trouve important aussi de mettre de l'avant, c'est au début, dans les premières études sur les non-publics, ce à quoi on s'intéressait, c'était de caractériser les non-publics, comprendre pourquoi certaines catégories sociales ne fréquentent pas. Mais à mesure que les études sur les non-publics ont progressé, on s'est rendu compte de quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que il n'y a personne qui est un non-public de la culture. On tentait de mettre ça de l'avant au départ parce qu'on s'intéressait surtout aux formes de culture valorisées, légitimées ou qu'on pouvait considérer comme la culture de l'élite il y a plusieurs décennies. Mais à partir du moment où on s'est mis à se dire, bien, allons voir les non-publics aussi, des manifestations culturelles plus populaires. Là, on se rend compte tout d'un coup que les publics d'une forme de culture sont les non-publics de l'autre, puis que finalement, des gens qui ne s'intéressent absolument à rien, il y en a bien peu. Et on assiste aussi à une hybridation un peu des formes de culture qui font en sorte que la hiérarchie culturelle qu'on connaissait n'est pas présente de la même façon. Donc, ce qu'on voit moins, c'est des études qui visent à comprendre des non-publics pour les caractériser, pour en faire une identité. Ce qu'on voit beaucoup plus, c'est allons vers des gens qu'on considère à un moment donné non-publics d'une forme de culture, simplement pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils ne viennent pas au musée, qu'est-ce qui fait qu'ils lisent pas, qu'ils viennent pas au Salon du Livre. Puis après ça, qui est-ce qui étaient ces non-publics-là? Dans la tête de ces chercheurs-là, dans les recherches plus récentes, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les accueillir? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme stratégie, pas juste d'accueil, mais de ce qu'on présente, comment on le présente. L'autre chose qui est arrivée, ça rejoint un peu le propos de Daniel tout à l'heure, on a vu beaucoup dans les musées qu'au départ, les stratégies d'accessibilité, ça se passait a posteriori après avoir mis en place l'exposition. Alors, on entrait avec des enfants dans la salle, puis on disait où est-ce que ça va poser problème. Bon, ici, la vitrine est trop haute, on va mettre un petit banc. Ils vont monter sur le petit banc. Donc, c'est toujours de combler des défaillances, combler des écarts avec la norme, donner des compétences qu'on n'a pas. La personne ne comprendra pas le texte ici, puis on va mettre un guide animateur à côté, puis il va l'expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Mais ce qu'on a fait par la suite, c'est d'avoir des directions de l'éducation. Puis on a vu même le déplacement dans les organigrammes des musées. L'éducation, qui est un service pas trop important, très, très loin dans l'organigramme, tout d'un coup, il se trouvait à, des fois, être jumelé avec la conservation, jumelé avec la direction des expositions. Et on s'est mis à travailler avec eux de façon à tenir compte
de ceux qu'on appelle les non-publics, mais dans le fond, d'une diversité de publics, tenir compte de leur avis au début, dès le choix des expositions, la façon de mettre en exposition, donc la façon de travailler le média, hein, parce qu'en communication, on considère qu'une exposition, un livre, c'est des médias. Donc, on les invite à travailler avec les équipes sur ce média-là pour que, dès la conception, on ait pensé à eux. Et ça fait aussi en sorte qu'on oublie moins des personnes qui étaient traditionnellement exclues. Donc, on pense un peu plus à intégrer, par exemple, les Premières Nations, les Autochtones, dans la conception d'expositions qui parlent d'eux. C'est quand même assez incroyable. Les expositions et les musées qui traitaient des Autochtones, tout le travail était fait sans leur parler. Puis ils étaient visiteurs comme d'autres pour venir entendre parler de leur histoire. Donc, on a cessé de faire ça et on intègre davantage ceux qu'on considère comme les minorités ou les personnes traditionnellement exclues ou marginalisées. On les intègre dans le processus même de création. Alors, je pense qu'ici aussi, on pourrait penser à ça, c'est-à-dire non pas seulement leur faire tester le produit, mais les intégrer aussi dans toute la réflexion sur l'accessibilité au sens large. Disait plus tôt. Oui. Puis il y a cette anecdote aussi, Jason, que vous racontiez avant la table ronde que je veux ramener, où vous avez réalisé que parmi les non-publics du Salon du Livre, il y avait les gens qui avaient des problèmes de lecture, mais il y avait aussi les très, très grands lecteurs qui préfèrent la librairie. Donc, en considérant les non-publics, on peut aussi trouver de l'information, en fait, sur des gens peut-être plus proches de nous, mais qu'on n'atteint pas, si je comprends bien. Oui, exactement. Ça, c'était assez frappant parce que les gens des salons du livre se disaient, bien, dans le fond, les non-publics, c'est des gens qui sont non-publics du livre, qui est au cœur de notre mission. Et c'est pas le mais cas. Finalement, c'était pas le cas. Il y a des non-publics qui sont effectivement des non-lecteurs, mais il y en a d'autres qui sont des très, très grands lecteurs qui disent, ben moi, je lis beaucoup, je vais déjà souvent à la librairie, il n'y a rien pour moi vraiment dans un salon du livre. Ça, on l'a entendu beaucoup. Ça a ouvert une porte intéressante pour nous. Et on peut peut-être s'attendre à la même chose avec le livre aussi, Absolument. à trouver des voies. Mélissa, Jean-François, l'édition québécoise, on ne peut pas en faire un grand tout, mais où en est-elle par rapport à cette date butoir de 2025 dans sa transition vers le livre accessible? En retard, juste là où il faut? Je peux prendre la réponse si tu veux. On a fait un gros travail dans les 2 dernières années avec l'Association nationale des éditeurs de livres. Donc, de Marc, on s'est associé à eux pour vraiment créer tout un programme de sensibilisation pour commencer, pour faire comprendre les enjeux. Donc ça a commencé dès milieu 2020, plus ou moins, peut-être même début 2020. Et à partir de là, on a commencé à faire des webinaires, des formations. Donc, on leur a permis, j'espère, de mieux comprendre pourquoi c'était important. Et ensuite, la deuxième étape, je dirais, où on en est maintenant, c'est OK, comment on s'y prend? Ça y est, là, on a compris pourquoi l'enjeu est si grand. Ouais. Comment on commence? Dire où se trouve l'édition québécoise, si on regarde par rapport au reste du monde, elle se trouve pas si mal. Okay. On est au début, que ce soit partout dans le monde, je veux dire, c'est encore le début de l'accessibilité, même si on en parle depuis longtemps. Il y a encore beaucoup de contenus qui sont pas accessibles à l'heure actuelle. Et si on compare l'édition québécoise, par exemple, à l'édition française, on en est pas mal au même niveau. Il y a des grands groupes éditoriaux français qui, eux, ont pris le chemin de l'accessibilité depuis longtemps. Mais si on va dans les plus moyennes, petites structures, on est pas mal au même niveau. Puis le travail de sensibilisation qui se fait en France, c'est exactement le même qu'ici au Québec. Donc, on a le Syndicat national de l'édition qui produit des ressources, qui essaye vraiment d'accompagner les éditeurs. Donc, je dirais que c'est pas mal la même chose. Puis si on regarde le reste du Canada, donc plutôt le Canada anglophone, ils ont peut-être un petit pas d'avance parce qu'ils avaient déjà des organismes qui travaillaient là-dessus avant. Et ce que je trouve vraiment beau, c'est que dans les 2 dernières années, ces organismes-là, je parlais du NELS tantôt, ils ont vraiment pris le pas d'aider les éditeurs québécois, de leur partager en fait les connaissances qu'eux, ils ont acquises pour qu'on les applique ici. Donc je dirais que l'édition québécoise n'est pas du tout en mauvaise posture, pour autant qu'on commence à agir maintenant. Puis on parle de 2025 en Europe. On est pas mal certain que le Canada va emboîter le pas aussi. On n'a pas de date officielle, mais c'est pas quelque chose qui se limitera à l'Europe à long terme. Ça va venir ici aussi et sur les autres territoires aussi. Donc oui, il faut commencer tout de suite. Une autre question à laquelle vous ne pourrez pas nécessairement répondre précisément. Un éditeur qui veut se saisir du dossier du livre accessible, arriver à changer son flux de production pour en faire, combien de temps doit-il prévoir? Ça dépend vraiment de sa structure, ça dépend de son type de contenu. Je vais prendre un éditeur de roman, par exemple, qui veut commencer. Allons plus facile pour commencer. Allons plus facile.
Il y a déjà beaucoup de ressources qui sont là pour l'aider à savoir comment s'y prendre, notamment grâce à l'ANEL, puis aux ressources qu'on a mises en place. Moi, je dirais que dans une petite, moyenne structure, ça peut aller sur un trimestre. De commencer vraiment, s'ils ont une personne qui prend ça en charge, de commencer à lire les normes, puis de faire tester 1 ou 2 fichiers à travers de marques ou d'autres organismes, et puis voir comment l'adapter. Je pense qu'en un trimestre, ça, c'est faisable. Et après, il y a le tout de se dire, OK, on l'adapte maintenant, on applique ça à tous nos livres. Je suis peut-être optimiste là dans mes délais, mais je dirais peut-être 6 mois en tout pour les nouveautés. Après, la question du fond, elle doit vraiment être traitée séparément parce que reproduire un fond, ça prend du temps. C'est un très gros morceau, puis il y a des demandes de subventions qui ont été faites aussi pour financer ça pour les éditeurs, parce que reproduire des centaines de livres, ça a un coût. L'accessibilité a un coût actuellement. Puis les 22,8 millions du Fonds canadien, du Fonds du livre, sont bienvenus, mais on ne peut pas convertir tous les fonds présentement avec ça, là, loin de là. Mais c'est un début quand même, puis ça va permettre d'enclencher la machine, en tout cas. Mais oui, ça va prendre plus de temps. Puis je pense que c'est vraiment important de commencer petit, donc adapter son flux, l'appliquer aux nouveautés, puis commencer à prendre le fond de catalogue, soit de collection par collection, soit les plus gros vendeurs, puis y aller comme ça, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, c'est trop gigantesque comme travail. Ça reste une grosse bouchée, ne nous mentons pas, c'est ça? Oui, c'est sûr. C'est un gros chantier. Oui. Jean-François, les écoles, les bibliothèques, les librairies, sont-elles prêtes? Que doivent-elles faire pour être prêtes à accueillir, redistribuer le livre accessible? Bien, en fait, je dirais que les écoles étaient prêtes depuis longtemps, puis ça faisait longtemps qu'ils demandaient... Oui, elles attendent énormément. Puis là, on finit par déployer une solution, puis les gens se garochent dessus littéralement. Ouais. Mais il manque encore de contenu accessible. Puis si, pour déployer cette plateforme-là, Bilbilius, on avait attendu de pouvoir offrir des collections 100% accessibles, ben on l'aurait lancé dans 2 ans ou 3 ans peut-être. Donc, il n'y avait pas d'une masse critique de contenu pour le faire. Donc, je pense qu'en attendant, ben, les gens y font avec. Puis il faut comprendre aussi, quand on parle de livres accessibles, puis surtout quand on parle de romans ou de d'essais, ou etc., un livre numérique ordinaire, entre guillemets, là, ce qu'on pourrait faire assez facilement, même un export de Word en EPUB, va sans doute être accessible à 75-80 %. Donc, il n'y a pas non plus une distinction nette et brute entre un fichier inaccessible puis un livre qui est complètement accessible. Il y a comme tout un spectre de l'accessibilité qui est différent. Puis maintenant, quand on parle, par exemple, il y a beaucoup de demandes dans le scolaire, évidemment, pour les albums, pour du documentaire. C'est très, très difficile de faire un album qui, lui, va être complètement accessible, mais en même temps, on peut penser, par exemple, d'avoir une page où il y a une image, de juste avoir, ben, l'image représente un papillon, plutôt que d'avoir l'espèce d'intitulé par défaut qui dit « Media Image Content » ou un truc comme ça, qui va sortir comme ça aussi dans la synthèse vocale puis dans d'autres outils. Fait que ça ne veut pas dire non plus de faire un paragraphe ou une narration qui va complètement décrire l'image. Le papillon dans toutes ses spécificités. C'est ça. Il y a des choses quand même qui peuvent être faites minimalement puis qui peuvent être intéressantes. Par exemple, il y a encore beaucoup de PDF en circulation. Il y a quand même moyen de faire un PDF comme du monde, puis que quand tu as un endroit où il y a du texte, ben, que tu le définisses comme du texte, puis quand il y a une image, c'est une image. Le problème, c'est qu'on a énormément de PDF qui sont vendus sur le marché en ce moment, puis chaque page est juste traitée comme une image. Fait que ça, il y a rien à faire. Il y a juste... c'est pas... Mélissa, si je comprends bien, vous encouragez les éditeurs à passer le plus rapidement possible au EPUB 3.2 pour avoir toute l'accessibilité. Mais Jean-François, vous dites que pour l'instant, on peut aussi commencer à penser un livre peut-être accessible, pas sur tout le spectre, si on sait le faire. Bien, c'est pas tout ou rien. Il y a quand même... Il y a moyen de moduler un petit peu. Puis encore, comme on disait tout à l'heure, ce tout ou rien-là, on devrait être en mesure de le décrire dans les métadonnées aussi. Oui. C'est pas juste de dire le livre est accessible, c'est qu'on pourrait dire ce livre-là va fonctionner avec la synthèse vocale. Okay. Ou ce livre-là va permettre de faire telle chose. Parce que si on se dit il faut nécessairement que tout soit 100% accessible,
c'est juste se donner un espèce d'objectif qui est trop loin puis trop Le irréaliste. but à atteindre. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Je reviens, si vous me permettez, un Allez-y, peu, parce que Daniel. c'est extrêmement intéressant ce qui se dit actuellement. Je préférais voir, plutôt que de dire qu'est-ce qui en vaut la peine ou qu'est-ce qui en vaut pas la peine, qui est souvent déterminé par les personnes qui ont un intérêt, soit commerçant ou autre, hein, ou qui participent à la valeur, je dirais, globale d'une société, hein, un groupe en particulier. Je dirais, il faudrait peut-être plus mettre des mises en priorité, hein, selon les capacités des personnes, et laisser venir aussi les groupes qui sont intéressés au livre, venir influencer les types d'adaptations qu'il faudrait faire. Venir Parce que définir leurs peut-être qu'un besoins. contenu, pour moi, ça n'a aucun intérêt, mais peut-être que pour certains groupes, oui, ça a un intérêt. Je dis, avant de trancher, il faut dire, bien, qui va trancher? Hein? Et je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire. Plutôt des mises en priorité, consulter les personnes et ensuite, au fur et à mesure, construire une société qui est davantage inclusive et qui permet l'utilisation du livre sous toutes ses formes-là pour des groupes qui sont vulnérables. Je dirais, il y a l'idéal à atteindre, il y a l'offre, puis il y a ce qui va devenir de l'offre. Puis ça, on fait juste une comparaison avec le domaine muséal. On a quand même une politique en 92 qui visait très, très clairement la démocratisation de la culture, qui visait en particulier même les musées. Il y a eu des politiques muséales, il y a eu toutes sortes d'initiatives qui visaient la démocratisation. Et malheureusement, quand on regarde les chiffres, il y a deux types de chiffres qui sont disponibles. Il y a les visites, puis le nombre de visites, puis les personnes, le nombre de personnes qui sont venues dans les musées. Et quand on compare les deux, on se rend compte que depuis toutes ces tentatives de démocratiser, on a vu augmenter le nombre de visites dans les musées. Donc, les musées ont raison de dire on a plus de visiteurs qui viennent. Par contre, ce sont les mêmes visiteurs qui reviennent souvent. Si on regarde le nombre de visiteurs qui sont allés dans les musées, sont sensiblement les mêmes. Donc, ce qu'on voit, c'est une intensification de la pratique. Donc, on a réussi à faire en sorte de développer davantage le goût chez des personnes qui venaient déjà. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'il y en a qui parlent d'échec de la démocratisation dans le domaine des musées. Malheureusement, on a très, très peu été chercher des gens qui ne se sentaient pas concernés ou qui venaient pas beaucoup, malgré toutes ces initiatives-là. Donc, c'est un idéal à atteindre. Il va y avoir du travail à faire. Puis, il y a la question de l'offre. C'est déjà très, très bien de rendre ça disponible. Mais après ça, il va y avoir l'accès. Il va falloir travailler à faire en sorte que les gens se sentent à même d'avoir accès. Et c'est là qu'il y a aussi toute la question aussi des perceptions, l'éducation. Donc, tout l'écosystème, à ce moment-là, est mis à contribution. On l'a dit au début, je le répète, il manque d'éditeurs à cette table ronde. S'avère que ce serait le temps d'ouvrir les questions. Quand vous êtes prêts, si vous voulez intervenir, ça nous ferait vraiment plaisir et que vous ameniez aussi cette discussion là où vous avez besoin qu'elle aille. Il y a un micro de chaque côté. Vous venez, vous déviez le tout et on va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Est-ce que le livre audio est un livre accessible? Est-il pleinement accessible? Est-il seulement un peu accessible? Il est où dans ce portrait-là? Je dirais qu'il participe de l'accessibilité. Il participe à l'accessibilité. Mais Qu'est-ce que c'est ça pas- veut dire, Jean-François? Ben non, mais c'est parce que le livre audio peut être une forme d'accessibilité au livre quand il existe. Mais encore là, avec toutes les mêmes problématiques qu'avec le livre numérique, il y a encore des gros enjeux de standardisation, de format de fichier, de description, etc. Mais en même temps, le livre audio n'est produit que pour quand même une minorité de la production littéraire. Ce qui fait que oui, ça peut être quelque chose d'accessible, mais il y a peu de livres. Il y a peu de chances que le livre que je cherche soit disponible en livre audio. C'est pas le même type, si je peux juste Oui, ajouter, allez-y, c'est pas le même Mélissa. type d'accessibilité non plus. Les fonctionnalités d'accessibilité, je veux dire, un livre numérique accessible au format EPUB 3, il va y avoir des fonctionnalités d'annotation, de peu importe. Il y a plein de choses, de revenir à la page précédente, cliquer sur mes liens, qui sont très utiles aussi, d'ailleurs même à des personnes qui souffrent pas de troubles perceptuels. Le livre audio permet pas ça, en fait. C'est vraiment pas le même genre de consommation de contenu non plus. Pouvez-vous vous présenter? Parce qu'avec les masques et le noir, c'est difficile. Bonjour, mon nom est Catherine Charbonneau, je suis designer de livres. Bonjour, Catherine. Dans le fond, l'accessibilité, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Moi, je fais la mise en page et dans le fond, ce que je me demande, c'est qu'on parle de faire un flux de production qui intègre l'accessibilité à la base,
mais c'est qui éduque les créateurs de livres pour pouvoir faire des livres accessibles? Parce qu'en ce moment, il n'y en a pas. Je peux prendre la balle au bon. Je ne sais pas où parler, par exemple, mais, pour qu'on m'entende, mais oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a tout un travail d'éducation à faire. Puis il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas eu de personne désignée comme on est imputable d'éduquer les gens. C'est pas le distributeur, c'est pas le producteur qui a été désigné comme tel. Je pense que le travail qu'on fait avec l'ANEL va dans ce sens-là. Puis on essaye le maximum de donner les ressources, puis de pointer vers ça. C'est ça. C'est à peu près là qu'on en est en ce moment. C'était l'objectif aussi des capsules vidéo qu'on a créées. Puis on est toujours disponible. Tu sais, chez Demarc, en tant que distributeur, on essaye aussi d'être un point d'ancrage pour les éditeurs et les créateurs de contenu pour répondre à ces questions-là. Après, je pense que le producteur de livres, lui, a aussi une responsabilité de se renseigner sur les normes, de les appliquer à ses livres, soit en demandant de l'aide à des organismes, soit en le faisant de son côté, s'il est à l'aise, et après d'expliquer ça à son client, qui est l'éditeur ou le créateur de contenu, peu importe. Donc, je dirais que c'est un beau travail d'équipe aussi, puis qu'on doit tous un peu s'entraider, parce qu'il n'y a pas une cellule responsable en ce moment. Catherine, quand vous parliez de créateurs, vous pensiez créateurs de contenu comme vous, designers graphiques, ou auteurs, illustrateurs, encore plus en amont, ou les deux? Moi, je pensais aux designers graphiques. Dans le fond, c'est sûr que les auteurs, il faudrait qu'ils pensent au texte alternatif, mais quand on arrive avec le contenu, souvent, le designer, il va juste penser au produit final, il ne va pas créer quelque chose pour qu'il soit accessible à la base. En fait, si j'entends bien, vous avez soif de comprendre mieux ce que vous pourriez faire. Exactement. Je rebondirais peut-être sur ce qui a été mentionné en faisant encore le parallèle avec les musées, parce que ça s'est vécu dans les 30 dernières années. Qu'est-ce que nourrit les différents acteurs dans un musée qui ont à prendre des décisions qui concernent l'accessibilité? C'est notamment qu'il y ait plus de recherche qui se fasse pour comprendre les usages, comprendre les publics, comprendre le vécu par rapport aux expositions. Donc, ça nourrit beaucoup les recherches en éducation muséale, en muséologie, en médiation culturelle, etc. Et aussi l'offre de formation, donc une formation spécialisée qui n'est pas à l'université dans une formation de base, mais plutôt une formation spécialisée qui peut être offerte sous forme de formation professionnelle, et aussi soit du mentorat, co-développement, communauté de pratique, peu importe, mais le regroupement des acteurs qui sont concernés pour discuter. Donc, avoir des espaces de discussion, de partage qui permettent de discuter de ces enjeux-là, des bonnes pratiques, partage de bonnes pratiques. Dans le domaine muséal, on peut considérer que la mise en place de tout ça a contribué à faire en sorte que, éventuellement, tous ceux qui sont concernés dans un musée finissent par participer à un moment ou à un autre à des formations concernant l'accessibilité et tentent de voir dans leur rôle qu'est-ce qui peut changer. Si jamais... Je pense aussi que, par rapport à allez-y. Mais j'allais dire que sans doute que la même question aurait pu être posée il y a 10-12 ans sur « Oui, mais comment on fait ça, un livre numérique? » Le livre numérique, tout à fait. Puis sans doute que dans 10 ans, on va reposer la question, puis peut-être qu'il y aura eu... ça sera entré dans les formations en édition, ou les formations en design graphique ou en d'autres choses, cette notion-là de l'accessibilité. Il faut juste que ça intègre les cursus tranquillement, mais... J'appelle aussi les questions Zoom si il y en a. N'hésitez pas. Les questions live en attendant. Qui êtes-vous? Oui, bonjour, Stéphane Cormier, édition Prise de parole, une maison d'édition plutôt littéraire. Je vais juste faire un petit commentaire sur un peu l'ampleur de la tâche qui attend une maison d'édition qui veut faire du livre accessible. Vous entendez parler d'une super belle conversation parce qu'effectivement, on veut tendre vers le plus d'accessibilité possible. Mais comme le disait Jean-François, c'est un peu l'équivalent en termes de tâches que ça nous demande de faire le virage numérique qu'on a fait il y a à peu près 10 ans. Moi, pour une maison d'édition qui a un catalogue d'à peu près 400 quelques titres actifs, j'évalue que je devrais mettre une personne à temps plein là-dessus pendant 2 ans à peu près pour le réaliser. Puis, changer les flux de production. Même, puis là, je vais remettre un peu les pendules à l'heure, même pour un roman simple, c'est pas si simple que ça. Je vais donner seulement juste un exemple. Nous, on publie des livres en français, mais dans lesquels, des fois, il peut y avoir des mots en anglais, des mots dans une ou des langues autochtones. On fait parfois des livres bilingues. Donc, ça nous demande d'identifier
hein, si on veut Toutes que les la, langues, hein. la synthèse vocale soit bien faite, la langue de chacun des mots, donc à un niveau granulaire très, très, très précis. Et ça, on ne peut pas vraiment se le permettre de le faire dans notre flux de production régulier si on ne veut pas retarder la sortie du livre papier. T'sais. On est quand même une petite maison, puis on produit un peu à la dernière minute. Donc, on essaie. Puis, on a eu le support de NELS et des formations de la NELS, ça a été bienvenu. Mais on a pris un pas de recul dernièrement pour aller avec un peu moins d'accessibilité parce que mes collègues de la production voulaient me tuer quand j'arrivais avec mes demandes. Donc, il ne faut pas sous-estimer, je pense, l'ampleur de la tâche. Il y a du financement disponible du FLC, effectivement, mais beaucoup d'éditeurs l'utilisent pour faire des livres audio, qu'ils soient accessibles ou pas accessibles, parce qu'effectivement, le livre audio n'est pas accessible en lui-même. Donc, je pense que ça va prendre d'autres sommes d'argent encore et beaucoup de ressources si on veut s'en aller vers des livres de plus en plus accessibles. Vous êtes tout à fait conscient de ça, Demarque? Oui, oui, clairement. C'est un travail de longue haleine. Puis comme je le disais, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on travaille là-dessus chez Demarque. Et on a encore beaucoup de travail à faire. Puis, mais quand je dis que c'est un travail d'équipe, c'est vrai. Genre, on a vraiment besoin de l'appui aussi de l'association, donc de l'ANEL, de tous les acteurs du livre. En fait, il faut que l'enjeu soit compris par tout le monde pour que ce soit global. Parce qu'encore une fois, ça, c'est l'enjeu pour l'éditeur. Puis, comme je le disais tout à l'heure, si le reste de la chaîne ne s'adapte pas, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, c'est vraiment un travail titanesque. Et nous, Demarque, en tant que distributeur, on est un peu médiateur entre plein d'acteurs différents, puis on essaye de jouer ce rôle-là le plus possible. Mais comme le disait Jason tout à l'heure, il faut que les pouvoirs publics soient là. Parce que c'est pas juste les distributeurs ou les éditeurs qui vont décider, bon, on va le faire, puis ça va fonctionner. Puis... Il y a besoin de mains supplémentaires oui, aussi tout à fait. pour Puis arriver, il y a la directive de l'Union européenne, puis ça se fait en France, puis ça a été intégré, mais il y a énormément de support financier du ministère de la Culture en France qui a été mis derrière ça. Sinon, c'est impensable, là, ça ne peut pas se faire. Là. Stéphane en parlait avec juste titre, s'il faut mettre quelqu'un pendant 2 ans pour faire son catalogue sur des titres qui n'ont plus vraiment de vie commerciale. Là. On va travailler sur des titres qui, c'est pas comme si j'allais en vendre 2000 demain matin. Là. C'est un livre qui est paru il y a 5 ans. Est-ce qu'il y a une collaboration internationale pour permettre le développement de ce que vous faites ici au Québec ou au Canada? Mais nous, Demarque, on participe à des groupes de travail. Donc, les normes qui sont émises sur le livre accessible, c'est notamment à travers W3C, qui est le consortium international qui établit les normes. Demarque, on est membre de W3C, on participe au comité. Ça regroupe des gens de tous les pays, là, en Europe aussi beaucoup. Donc, oui, il y a beaucoup de concertations. Les experts du milieu se posent des questions mutuellement, genre où est-ce que vous en êtes, etc. Mais comme c'est le tout début pour le livre numérique, c'est sûr qu'on est encore tous en train d'apprendre l'un de l'autre. Mais oui, il y a quand même beaucoup de concertations à ce niveau-là, mais c'est très haut niveau. Je ne sais pas à quel point, par exemple, les éditeurs au Québec parlent aux éditeurs en France, parlent aux éditeurs en Suède, je dis n'importe quoi, mais ça, c'est moins dans nos mains à nous, malheureusement. Cette conversion est en train de se faire. Cette conversation, on le sent, aurait besoin de durer. Je me dois de l'interrompre au moment où vous n'avez plus besoin de moi et vous vous relancez les uns les autres. Ça me fait mal au cœur. Je vous remercie infiniment. Jean-François Cusson de Biblio Presto, Mélissa Aken de Demarque, Daniel Boisvert du CNEIS, Jason Lukerhoff de l'Université du Québec à Trois-Rivières pour cette table ronde sur le livre accessible. Dans quelques instants, je serai là encore, Catherine Lalonde, pour animer la table ronde sur les enjeux de production du livre en temps de pandémie. Pas de papier, pas de personnel. Alors que l'édition est en plein boom, c'est fantastique. Alors, on se retrouve dans un instant. Merci beaucoup de vos écoutes attentives. Nos panélistes sont là si vous voulez les attraper.